Alors, nous allons commencer, peut-être que des gens vont arriver, on verra. Le sujet aujourd'hui, c'est les arts rupestres schématiques. Donc c'est un univers assez particulier et mystérieux qui correspond au milieu et à la fin du néolithique, principalement. Mais on verra que certains arts schématiques vont continuer et continuent encore de nos jours. Je remercie la mairie d'Ossois. Et l'art rupestre, ça remonte bien plus loin, ça remonte au Paléolithique. À ces époques-là, on dessinait des choses qui étaient facilement compréhensibles. C'était des animaux, c'était des hommes. Là, on a deux périodes différentes. À gauche, vous avez l'art paléolithique. Donc ça correspond à Lascaux, une grotte bien connue. Et à droite, vous avez un art qui est mésolithique, qui correspond à l'art ibérique du Levant. Et on voit qu'il y a peu de différences. Il y a des différences, hein, c'est filiforme, mais c'est toujours des animaux. Alors dans l'art paléolithique, il y a principalement des animaux, l'homme est assez peu visible. Là, on voit un homme, mais dans l'ensemble, on voit surtout des animaux. Alors que dans l'art du Levant, c'est des scènes de chasse, c'est des scènes de vie. Donc on commence à représenter l'humain beaucoup plus. Et c'est un art qui correspond à peu près à la fin du Mésolithique et début du Néolithique. Donc avant l'arrivée des... C'était encore des chasseurs-cueilleurs et c'était pas encore des agriculteurs. Et là, on va voir qu'à l'arrivée des agriculteurs, l'art va changer. Et il y a des nouvelles formes d'art qui vont arriver. L'art schématique, il marque une rupture. On n'a pas de scène compréhensible. C'est un art, comme vous pouvez voir, ça peut être des cruciformes, ça peut être des ronds, des spirales, comme là on voit sur la tête. La déesse, elle, c'est figuratif, on voit que c'est une tête, mais on voit les décors sont schématisés. Et à la place... on place des symboles schématiques dans certaines cultures qui sont compréhensibles seulement par les initiés. Si vous n'êtes pas initié, si vous ne savez pas de quoi ça parle, vous avez parfois du mal à interpréter et à comprendre ce que ça veut dire. Et c'est le gros problème, c'est que les archéologues, quand ils découvrent cet art, ils ne savent pas trop quoi en faire parce qu'ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Il faut rechercher... interpréter, et il y a beaucoup de travail, beaucoup plus que quand c'est de l'art plus compréhensible. Et ça, c'est un mouvement qui est une forme de langage schématique symbolique. C'est un mouvement mondial parce qu'on a de l'art schématique dans le monde entier, à différentes périodes. Et c'est beaucoup, on a aussi une symbolique solaire, c'est beaucoup basé sur le soleil, sur les déités solaires. On a aussi un mouvement qui s'appelle le mouvement symbolique circulaire atlantique, qui est formé de cercles, qu'on voit du Portugal à l'Angleterre, en passant par la Bretagne. C'est un art particulier qui marque cette zone-là. Et après, vous avez ce qu'on appelle les anthropomorphes schématiques. C'est des humains, mais qui sont schématisés à un tel point qu'on ne sait plus si c'est vraiment des humains qui sont dessinés. Et vous avez aussi les idoles triangulaires, c'est des déesses mères qui sont schématisées sous forme de triangle et sous forme d'autres aspects qui se sont développés beaucoup en Espagne, dans toute la péninsule ibérique principalement. Alors certains de ces arts vont disparaître, ils vont apparaître et disparaître, et certains d'autres arts vont durer plusieurs millénaires. On va le voir, on va voir les différents types d'arts, on va voir ceux qui durent et ceux qui disparaissent. Là vous avez un exemple en Espagne d'une schématisation humaine où on a un personnage au milieu
avec soit deux enfants, soit ça peut être une déité avec des humains, ça peut être... Voilà, on cherche toujours à comprendre ce que c'est, parce que c'est schématisé, donc on voit quand même que c'est des humains parce qu'il y a des mains. Mais parfois, il n'y a même pas de mains, c'est juste des traits. Donc avant l'apparition de l'écriture, on a cet art schématique qui montre une première évolution humaine dans le dessin, qui est capable d'interpréter, de symboliser un signe, un symbole, de lui donner un sens qui n'est pas son sens premier au départ. C'est un art qui présente des choses peu identifiables, c'est un art qui donne un sens symbolique à une forme schématisée, et qui est compris seulement par ceux qui sont initiés. Donc on peut penser qu'il y avait des populations qui connaissaient cet art et d'autres cultures voisines qui pouvaient ne pas le comprendre. Il y a un sens philosophique propitiatoire. Donc propitiatoire, ça veut dire que c'est pour demander des choses aux dieux, aux déesses, aux âmes des ancêtres. Donc pour leur demander, on va graver ces symboles, et c'est l'interaction entre le symbole, la pierre et la déité qui va essayer de faire exaucer les demandes. C'est un acte magique qui donne et qui transmet un pouvoir au travers d'un dessin. Dans les premières formes d'art comme ça, ils pensaient que le fait d'écrire quelque chose engageait la déité à agir dans ce sens-là. Alors, un des plus anciens des arts schématiques du néolithique, c'est ce qu'on appelle les pierres à cupules. Donc c'est ces petits creux. Là, on en a deux exemples ici dans la vallée. On a en haut la pierre d'Essin de Chantelouve, à Lens-le-Villard, en Maurienne. C'est une pierre où vous voyez à la fois des petites cupules, donc c'est des creux qui sont dans le rocher, et des godets, des espèces de grosses cupules. Et parfois, il y a des rigoles qui vont d'une cupule à l'autre, parce qu'il se peut, on pense qu'il pouvait déverser des liquides, et que ces liquides, en suivant certaines rigoles, pouvaient peut-être donner un sens à des actions, des choses comme ça. On a en dessous la pierre au pied, alors on a aussi des cupules, mais là on a des pédiformes. Donc le pédiforme, c'est d'autres formes, c'est des formes de pieds. Donc là, vous avez des paires de pieds, c'est à près de 2700 mètres d'altitude, dans les alpages. Donc ils ont été jusque là-haut pour graver ces pédiformes. Donc on pense qu'il y a peut-être des liens entre ces deux, la cupule et le pédiforme ont peut-être des sens similaires. On a d'autres mouvements symboliques, on a des mouvements symboliques autour des cruciformes, comme on peut voir sur des céramiques. Alors, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était des gravures sur des rochers. L'inconvénient des gravures sur les rochers, c'est qu'on ne sait pas les dater. C'est très difficile de dater une gravure sur un rocher parce qu'il n'y a pas de moyen de savoir de quand ça date. Sauf si le rocher est enterré et qu'on a des couches au-dessus qui permettent de le dater. Alors que quand c'est des céramiques, les céramiques, on les a ramassées dans un contexte, peut-être un contexte funéraire, et là on peut, avec la datation du site, des choses comme ça, avoir des dates précises. Donc là, on sait que ces schémas-là qu'on voit, on voit une croix qui est dans l'aine, un mobilier d'une sépulture du néolithique ancien, sur laquelle on a déjà une croix. Donc on est au néolithique, bien avant le christianisme. Et là, on a une autre, la culture Cucuténite-Leglia, c'est une culture qui correspond à l'Ukraine, à une partie de la Biélorussie et de la Roumanie. C'est une zone en guerre de nos jours, mais c'est une zone très importante pour l'Europe, parce qu'il y a eu un développement
spectaculaire des cultures dans cette zone-là. Et on a beaucoup de céramique. Et là, on voit que ça date de 5300, entre 5300 et 2600 avant Jésus-Christ. Et là, on a aussi un cruciforme au pied, sous la céramique. Et on pense, au début, certains pensaient que c'était des décors pour enjoliver les céramiques, mais on a de plus en plus compris que ces cruciformes en dessous et dans le fond des céramiques avaient un sens. À côté, on a une tête de déesse mère, qui est une sorte de poterie de pot. C'est un pot pour du liquide. Et on a sous l'œil, vous pouvez voir un cruciforme, sous son œil. C'est tout petit, c'est très petit. À côté, vous avez une figurine de déesse mère, toujours, avec des svatika de chaque côté. Probablement des tatouages. Là, c'est des figurines en céramique. Il y avait des milliers de figurines comme ça sur toute l'Europe. Donc, surtout les îles des Cyclades, tout le Danube, toute la partie du Danube, la Crète, et jusqu'à l'Europe de l'Est. Toute l'Europe de l'Est était comme ça avec des figurines. Et sur beaucoup de figurines, on a des cruciformes. Donc on voit qu'il y a il y a ce qu'on appelle la croix solaire, des croix saintes, des croix potentielles, les svatika qui se développent déjà au début du néolithique. Alors elles vont se complexifier et on arrive à avoir des croix qu'on appelle les croix cantonnées, qui sont déjà présentes au néolithique. Et on a des exemples de déesse mère, justement en bas à droite, où on a une déesse mère dont le nombril est décoré d'une forme de X, potence cantonnée. Il y a les 4 points déjà, et la croix. C'est pas anodin, c'est au niveau du nombril, ça a un sens de la maternité. C'est un sens lié à la maternité. À côté, vous avez une époque plus récente, c'est à Fontainebleau. Vous avez une gravure où on voit un personnage muni d'un sceptre, une sorte de sceptre, probablement un instrument musical, un idiophone, ce qu'on appelle. Et au-dessus, il a comme un casque avec une croix cantonnée figurée et un aspect solaire. Donc vous voyez, au-dessus de son casque, on a ce symbole. Et on a plusieurs gravures qui ont été trouvées similaires dans cette zone-là. Alors là, c'est beaucoup plus tardif, c'est probablement à la fin de l'âge du bronze. Et là, dans les gravures rupestres, vous avez dans le Val Camonica ce qu'on appelle les Rosa Cabuna. C'est une forme de cruciforme cantonné, mais avec plus de points. Et c'est une spécialité de cette zone-là, même si on en trouve aussi au Portugal, on en trouve en Angleterre, on en trouve même au Mali, mais la grande majorité se trouve en Italie. On a ce qu'on a vu, dans le film tout à l'heure, on avait vu un stelliforme, et là, les stelliformes, c'est des formes... alors, on peut avoir des formes solaires, et on peut avoir des formes stellaires. Forme stellaire, c'est en forme d'étoile, et on a différents symboles, comme ça, qui ont des points aussi, et qui à l'origine, par exemple, dans les caractères cunéiformes, ce symbole, le pictographe qu'on voit, le premier, ça correspond aux dieux et aux déesses, et ça correspond aussi au ciel. Et on a plein de formes qui vont se développer à différentes périodes. Là, on a des pendentifs qui sont sur la côte du Levant. Côte du Levant, c'est l'Espagne. Des pendentifs comme ça qu'on retrouve là au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc à l'âge du bronze.
Voilà l'exemple en gravure rupestre de ces stéliformes. C'est comme ça des petites formes en astérix. Et ces formes vont prendre des aspects décoratifs où on peut avoir, donc là c'est des cercles de points périphériques. Vous pouvez avoir soit un cercle de points, soit un cercle de points avec un point au milieu. Et ça a un sens, c'est un symbole qui a un sens. Et qui peut être dans un plat, il peut être ici dans une couronne qui était portée sur la tête probablement d'une princesse ou de quelque chose. C'est à l'époque de Mycène, donc on est au début de l'âge de bronze. Et là aussi, on a un poignard de Mycène qui reprend les mêmes types de décors schématiques. Alors ce mouvement, on a vu qu'il y avait un mouvement circulaire qu'on appelle atlantique, qui se développe depuis le Portugal, l'Espagne, la Bretagne, toute l'Angleterre, toute la zone mégalithique, ici, utilise ce qu'on appelle les cercles multiples. C'est-à-dire que vous avez une cupule, donc un creux au milieu, et autour de la cupule, vous avez des cercles qui peuvent parfois avoir une petite goulotte qui les traverse. Et vous pouvez avoir des centaines de ces représentations sur les rochers à plusieurs endroits. Après, vous avez les formes spiralées, donc sur différents mégalithes, on peut trouver ces formes spiralées, et on les retrouve aussi en Crète, on les retrouve à différents endroits. Là, vous avez un ornement de Grèce où on voit 4 spirales, une spirale à 4 bras. On voit ici en Grande-Bretagne à Newgrange. Newgrange, c'est un mégalithe funéraire. Et en Angleterre, on voit une triple spirale qui seront utilisées plus tard chez les Celtes. C'est bien connu, les 3 spirales sont bien connues à l'époque des Celtes, mais ça existe déjà bien avant. Et là, on a ici, c'est une stèle de déesse mère, où, alors c'est tellement schématisé qu'on a du mal, mais on reconnaît parce qu'il y a le nez, les colliers, probablement les seins, les yeux et peut-être les boucles d'oreilles. Mais c'est très schématisé, donc on a du mal à savoir ce que c'est. Mais comme il existe beaucoup de stèles en Europe, et que c'est toujours le même schéma, c'est-à-dire le collier, les seins, le nez, et donc comme ça vient souvent, on sait que ça veut dire ça. Mais dans ce cas extrême, on n'aurait que ce dessin, on serait incapable de dire ce que c'est. D'où le fait que c'était vraiment des initiés, c'est-à-dire que pour comprendre ce langage symbolique, il fallait quand même déjà être initié, et c'était que la culture qui le faisait, qui savait ce que ça voulait dire. Voilà, dans le mouvement circulaire atlantique, vous voyez ce que ça peut donner comme forme. Sur la gauche, vous avez des spirales, avec des cruciformes mélangés. Différents petits, vous pouvez avoir des petits animaux qui peuvent être représentés. Ça peut être des corniformes ou ça peut être des rennes, des cerfs. Souvent le cerf est utilisé parce que le cerf a une signification importante dans les cultures de cette époque. On en a dans l'exemple ici. Vous voyez, on a probablement des cerfs ici. Et là, vous voyez, il y a toujours une cupule au milieu qui sert de départ des motifs. Et là, vous avez des goulottes qui traversent les spirales, qui traversent les cercles. Donc c'est difficile à comprendre, à interpréter, à savoir pourquoi ils ont fait ça, c'est assez complexe. Ici, vous avez ce qu'on appelle le mouvement anthropomorphe schématique. Donc c'est des cruciformes, mais qui en fait représentent un humain. C'est-à-dire c'est des croix anthropomorphes. C'est l'humain à la base de base, c'est les bras et le corps. Alors on peut le voir parce que sur certains cas,
on peut avoir des représentations avec des pieds ou des jambes, comme ici, et ici. Mais parfois, il n'y a que, vous voyez, c'est que des croix, et parfois des formes un peu comme une sorte de parapluie. Et on a aussi, on peut avoir des formes à la base ici. On peut avoir des formes qu'on verra après qui sont ce qu'on appelle amphi, c'est-à-dire c'est au milieu. Vous avez un cercle au milieu, puis le trait. Et ça, en fait, c'est des formes humaines. On ne sait pas si ça représente les ancêtres, ou si ça représente l'âme, ou si ça représente une déesse. On a du mal à savoir ce que c'est exactement. Donc voilà quelques exemples. Ici, vous avez des formes simples. On peut avoir comme des bras, ici, on le voit. Vous avez des formes cupulées, c'est-à-dire que vous avez des cupules à chaque bout et parfois au milieu. Vous avez des formes potencées. Ici, vous avez les traits qui sont potencés. On appelle ça potencé quand il y a des traits en travers. Et vous avez des formes sur socle. Vous pouvez avoir un socle, vous pouvez avoir un rond, vous pouvez avoir un rectangle à la base, vous pouvez avoir plein de choses différentes. Et on a des formes arciformes. Et dans les arciformes, on a des variantes, comme ici, on peut avoir des arciformes avec 2 points. On ne sait pas si c'est les yeux ou les seins, on ne sait pas ce que ça représente les 2 points. Parce qu'on sait que dans certains... les anthropomorphes schématiques, on ne peut pas représenter trop le sexe, puisque c'est tellement schématique qu'il n'y a pas la place de représenter le sexe. Alors que dans les anthropomorphes plus simples, on peut représenter le sexe de l'homme. Et la femme est souvent représentée par deux points sur les côtés qui correspondent au sein, ou un point en bas qui correspond à l'aspect féminin. C'est-à-dire que c'est un trait vertical quand c'est un homme, et c'est un point quand c'est une femme. C'est comme ça qu'on les différencie. Mais sur l'art schématique, c'est tellement schématique qu'il n'y a pas on ne sait pas différencier. Alors on pense que peut-être, dans certains cas, les points de chaque côté peuvent peut-être être une forme féminine, on ne sait pas. On en a plusieurs dans certains cas. Ici, on a d'autres anthropomorphes schématiques, un petit peu plus parlantes. On a le cas ici de ce qu'on appelle les naviformes. On a un cruciforme sur une espèce de virgule qui forme comme un petit navire. Et on pense, une des interprétations, c'est que c'est l'âme des morts qui vogue vers l'au-delà. Et on a plusieurs aspects différents. Ici, on est dans le Val d'Aoste en Italie, la croix d'Olomon. Ici, on est en Haute-Sèvre, donc c'est le Massif central. On est très proche, il y a des similitudes entre les deux. On a d'autres formes de personnages. Alors là, c'est un autre aspect, c'est ce qu'on appelle, moi j'appelle ça les croix jumelles. Alors c'est différentes gravures. Ici c'est en Ardèche, ici c'est en Queyras, qui ont des croix ou des personnages qui tiennent des personnages. Donc ça peut être des croix, ça peut être des enfants, ça peut être, je ne sais pas trop ce que c'est. Comme c'est schématisé. Là, on a des jambes, donc on voit bien que c'est un anthropomorphe. Ici, on n'a pas de jambes, mais on a les 2 croix de chaque côté, comme sur celui-là. Et ici, un autre exemple où on a les 2 croix de chaque côté, et on a le personnage central. Et on en a plusieurs comme ça qui symbolisent peut-être soit les dioscures, ce qu'on appelle les dioscures, c'est les chefs célestes qui ont été initiés par la déesse. Donc elle peut leur transmettre ses pouvoirs. On a des cas comme ça. On ne sait pas trop interpréter parce que ça remonte quand même au néolithique. Donc certaines peut-être plus tardives comme celle-là. Mais c'est difficile à interpréter. Ici, justement, on parlait des cruciformes amphi. Alors, moi j'ai appelé cruciforme, donc c'est anthropomorphe amphi. Donc c'est des formes aussi de personnages, avec des jambes. Et on a une forme centrale ici, au lieu d'être au-dessus, comme les arciformes qu'on a vus tout à l'heure, c'est au milieu. Il y a plein de formes différentes. Ici, c'est dans
dans un abri. Donc un abri, c'est des grottes. C'est des abris, en fait, c'est des grottes qui ne sont pas très profondes, c'est juste qu'on s'abrite du mauvais temps. Donc ça peut être des peintures, là c'est probablement des peintures. Ici on a, c'est le film qu'on a vu juste avant pour ceux qui étaient au début. C'est Aguiaro au Portugal. Donc c'est des formes, alors on a à la fois des cruciformes anthropomorphes sous forme de croix, mais on a des anthropomorphes aussi sous cette forme, où on a des sortes de rectangles avec une croix au milieu, et parfois une dentelle de formes qui se suivent. C'est assez difficile à comprendre pourquoi ils ont fait ça. Ici, on en voit d'autres formes. Vous voyez, il y a plein de formes différentes. Ici encore, avec les deux points. Alors là, on a des doigts sur celui-là et des formes différentes. Là, c'est aussi à Gao, c'est au même endroit, et on voit que c'est des styles différents. Pourtant, c'est sur le même site. Là, c'est ce qu'on appelle donc, le mouvement des idoles schématiques. C'est spécifique à l'Espagne, même si on en trouve un peu partout, mais c'est principalement en Espagne et au sud de l'Espagne, principalement, que ça s'est développé. Et donc, on a tout un mouvement schématique qui se développe autour de certaines formes. Alors, on voit que les formes les plus anciennes, des fois, c'est des phalanges d'animaux, peut-être de chevaux ou d'autres animaux, qui sont décorés. Donc c'est un os qui est décoré avec des yeux, des bras et un décor derrière. On en voit d'autres ici. Oui, c'est des phalanges de gravure. Donc là, vous voyez, là on était en Espagne, et là c'est très proche quand même, c'est la même idée. Et là on est dans le Danube en Roumanie. C'est un endroit très important, le port de fer, parce qu'il y a eu beaucoup de civilisations qui se sont développées à cet endroit-là. Et on voit qu'il y a quand même des similarités entre les deux. Et donc c'est des idoles qui étaient faites à partir d'os de chevaux. Ici, on a des peintures rupestres schématiques à Ciudad Real, où on a plein de petits personnages. Alors des fois, c'est juste deux triangles. Et parfois, ils sont accompagnés avec des fois des moustaches, des fois des... Là, on retrouve un peu quelque chose qui peut faire penser à un chaman avec des franges. D'accord. Et ici, on en voit d'autres avec les yeux qui sont caractéristiques, ces yeux qu'on retrouve à certains endroits dans beaucoup de cultures en Espagne. Et ces yeux, on peut les retrouver aussi dans les Cyclades, on peut les retrouver même au Moyen-Orient. C'est ce qu'on appelle les yeux de chouette. Et c'est lié souvent aux déesses. C'est des représentations de déesses solaires. Et là, on a d'autres os. Vous voyez, on avait des phalanges de chevaux, mais on voit qu'il y a des os beaucoup plus longs qui sont aussi décorés de la même façon. Et là, c'est une étude qui avait été faite par un Espagnol qui essayait de rapprocher toutes ces idoles pour montrer qu'il y avait un même sens, que toutes ces idoles avaient un même sens. Là, c'est encore une autre forme d'idole. C'est ce qu'on appelle les idoles en arceau. Et parfois, sur beaucoup de rochers, on entend parler de légendes du genre la mule, le rocher de la mule ou le rocher du saint quelque chose. Ça a été christianisé. C'est parce qu'ils ont trouvé sur certaines pierres des gravures en forme de fer à cheval. Donc, quand ils l'ont christianisé, ils ont dit c'est le cheval de tel saint ou de telle divinité passée qui avait sauté d'une montagne à l'autre et c'est l'empreinte du cheval. Alors qu'en fait, c'est des gravures humaines qui ont été faites et c'est des gravures d'idoles aussi. Et on a plein de formes différentes. Et dans les cavernes, on peut avoir ce type de gravure d'idole schématique où, pareil, on a un trait, on a deux points qui sont soit les yeux, soit les seins, on ne sait pas, suivant les interprétations. On a même des formes de jambes là,
qui nous font bien comprendre que c'est des formes humaines ou de déesses. Et là, donc, c'est deux cas espagnols, et là, c'est en Ardèche. Et là, on a à la fois les idoles comme ça et les cruciformes qui sont associés sur les mêmes rochers. Donc la pratique schématique et symbolique, on peut la classer en trois grandes familles. On a des pratiques sur les céramiques et ponctuellement sur l'art rupestre, qu'on appelle l'art solaire. Donc on l'a vu au niveau des svatika, des croix cantonnées, c'est ça. Ça, c'est un art qui se développe dans l'Est. On l'a vu au niveau des premières civilisations européennes et qui remonte petit à petit vers l'Ouest sur les céramiques. Et cet art, il va durer jusqu'à nos jours, puisque la croix cantonnée et la svatika existent toujours. Bon, les Allemands l'ont malheureusement utilisé d'une façon négative, mais c'est des symboles qui ont existé depuis plus de 6000 ans et qui existent toujours, qui sont toujours des représentations qui nous parlent, qu'on a pensé être chrétiennes à un certain moment, parce que la croix cantonnée, on a longtemps pensé que c'était un symbole chrétien à l'origine, et pas du tout, c'est un symbole qui remonte bien avant. Après, on a une autre famille, on trouve ce qu'on appelle les gravures rupestres similaires répétitives, qui comprend, on l'a vu, les anneaux, les cupules, les anneaux, les cruciformes, les anthropomorphes amphis, des choses comme ça. Une des manières d'utiliser ces symboles, c'est qu'ils sont répétitifs, c'est-à-dire qu'on va en trouver plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines sur la même pierre, ou sur les pierres qui les accompagnent. Et donc l'utilité, c'est d'en faire, et probablement que l'action de faire cette représentation, c'était peut-être à chaque fois qu'ils voulaient obtenir un effet de la déité, ils gravaient un symbole. Et c'est toujours le même symbole sur la pierre, il y en a des centaines, ça ne raconte pas une histoire. C'est pas un langage qui raconte une histoire. Et après, on a ce qu'on a vu en dernier, c'est les idoliformes, donc en lien avec les déesses mères, qui sont moins répétitifs, c'est-à-dire quand on les trouve, bon, il y en a plusieurs, il peut y en avoir plusieurs, mais il n'y en a pas des centaines comme on l'a vu dans les autres styles. Donc on voit qu'il y a plusieurs arts cruciformes ou autres, symboliques, schématiques, qui se sont développés et qui ne sont pas tous développés de la même façon. C'est-à-dire qu'il y en a qui arrivent, on le voit par les premiers néolithiques, il y en a qui se développent dans la péninsule ibérique, il y en a qui se développent ailleurs. Donc il y a plusieurs formes différentes. Et pour les arts, on a vu les arts solaires, notamment sur les céramiques, on pense qu'il y a un lien fort avec ce qu'on appelle le mouvement indo-européen. Donc le mouvement indo-européen, c'est ce qui a amené les langues que nous parlons, c'est-à-dire l'italien, le latin, le grec. Toutes ces langues sont des langues indo-européennes. Une grande majorité des langues d'Europe sont des langues indo-européennes. Et quand on suit ces symboles, l'avancée de ces symboles, on suit l'avancée de ces langues aussi, probablement. C'est-à-dire que c'est accompagné, le mouvement qui a accompagné l'arrivée de ces langues dans l'Europe est accompagné par ces croyances. C'est-à-dire qu'ils ont à la fois amené des langues, mais amené des croyances, amené des symboliques particulières. Là, on va voir celles qui sont en Savoie. Donc on a quelques exemples. Là, c'est les cupules. Donc on avait vu la pierre de Chantelouve au début. Donc on a des très très belles cupules en Maurienne. Ici, c'est la pierre de l'Arcelle-Neuve. On a, vous voyez, des grosses cupules, des petites, et des rigoles qui les rejoignent. Elles sont associées ensemble. Voilà. Ici, on a aussi quelques rigoles, quelques méandres. Et on a d'autres symboles. Là, on retrouve un symbole un peu arciforme. Et on a des symboles cruciformes aussi. Ici aussi, un symbole arciforme. Ici. Donc on voit que tous ces différents symboles pouvaient se retrouver sur la même pierre et être associés.
Ici, c'est des cupules un peu particulières, avec des goulottes aussi. C'est en Maurienne, à côté de Vauzel, un cave, où on a une pierre comme ça qui est en équilibre au-dessus du vide. Et elle est gravée, alors elle est naturellement en forme de V, ça c'est sa forme naturelle, mais il y a des gravures. Il y a une série de cupules en haut, en bas, un trait au milieu qui a peut-être été accentué, qui est peut-être naturel à l'origine, et puis on a des goulottes comme ça qui Ici, on voit que ces arbres ont évolué et qu'il y a eu d'autres formes, dont les pédiformes. Donc là, on a le cas 2750 mètres, c'est Valseny, la pierre au pied qui est très célèbre, une des plus célèbres de la vallée. Et ici, on voit qu'il y en a d'autres. À Lens-le-Villard, une pierre de pédiforme du lac de l'Oignon. On a aussi des pédiformes, on a aussi des cruciformes particuliers, et on a aussi des goulottes. On a un peu moins, il y a quelques cupules, on voit quelques cupules et des goulottes. Donc on voit qu'ils sont associés sur la même pierre. Ici, c'est une autre pierre à pédiforme et qui se trouve à Vauzel-Parenthèse. Donc là, pareil, ils ont utilisé une pierre qui avait une forme naturellement, je ne sais pas d'où ça venait, mais naturellement, il y avait une forme particulière à cette pierre. Et ils l'ont réutilisée et ils ont gravé des pédiformes dessus. Là, on a des anthropomorphes cruciformes différents et des idoliformes. On a ici, où on a, vous voyez, comme des fers à cheval. Et ici, on a un mélange de cruciformes, de fers à cheval, de goulottes, toujours. Ici, on voit qu'on a un mélange à la fois de cruciformes cupulés et d'anthropomorphes avec les bras levés. Ça, c'est en Maurienne, le Grand Vallon. Ça, c'est le lac de Solière. On a ce type de gravure. Là, c'est le Grand Vallon encore. Et ici, c'est en Tarentaise. C'est la pierre de Fesson, où on a à la fois des anthropomorphes ici, avec les bras vers le bas. Bon, ça c'est une croix qui a été faite au XXe siècle, probablement au moment de la découverte de la pierre. Mais on a ici un anthropomorphe qu'on voit bien, une tête un peu particulière, et puis une sorte d'arme, soit un bouclier, soit un arc. Et ici, j'ai repassé en rouge, c'est des cruciformes particuliers qui sont potencés. Et beaucoup de cupules partout et des goulottes. Là, c'est l'arbre schématique qu'on peut trouver aussi dans nos vallées. Alors, il y en a qui ne sont pas dans nos vallées, qui sont au lac du Bourget. Quand ils ont fouillé le lac du Bourget, ils ont trouvé des céramiques. Et dans les céramiques, on a des décors comme ça sur fond de céramique qu'on retrouve dans toute l'Europe du néolithique à l'âge du monde. Dans toute l'Europe, ce type de céramique s'est développé avec ses dessins toujours sur le fond. Alors ça peut être en dessous ou au-dessus. Et quand c'est en dessous, sous le pied, on se dit pourquoi ils ont été dessinés quelque chose qu'on ne voit jamais, parce que quand on pose la céramique, c'est en dessous, ça ne se voit pas. Et puis ici, on a, donc là c'est en campaniforme, donc c'est les mêmes types de décors en campaniforme sur des céramiques. Alors on peut voir qu'il y a aussi des formes solaires, c'est-à-dire que la croix fait partie des symboles solaires. C'est un symbole solaire, donc ces décors de céramique sont des symboles solaires, simplement c'est un symbole solaire particulier qui est formé de 4 branches, alors qu'ici on peut avoir des formes beaucoup plus complexes. Et ici, vous voyez, avec beaucoup de branches, c'est vraiment un symbole solaire. Et ici, on a sur des couteaux de la région, donc on a un poignard qui a été trouvé au col du Petit Saint-Bernard, donc c'est probablement de l'âge du bronze. C'est le 1, celui-là, le couteau, et on voit qu'il y a une forme cruciforme toujours sur le pommeau. Ici, c'est Fesson-sur-Salins, où on a vu la pierre qu'on a vue tout à l'heure. Elle venait de Fesson, parenthèse.
Et donc là, ce poignard avec des faisons. Ici, c'est faisons sur Isère, un autre endroit où il y a aussi des pierres à culpule. On a le même type de poignard. Et ici, c'est en parenthèse, mais on ne sait pas où. Et là, on ne sait pas s'il y avait un dessin ou pas, mais c'est la même forme de décor. Et là, donc, on a ici en Maurienne des cruciformes solaires qui sont gravés en gravure rupestre. Alors le cruciforme solaire en gravure rupestre est beaucoup moins courant que les anthropomorphes qu'on a pu voir, qui sont multiples, où on peut en voir des centaines sur certaines pierres. Ceux-là, quand on en voit, il y en a 3 ou 4 sur la pierre. C'est pas... Parce que ça correspond à... C'est un peu plus tardif et ça correspond à un acte différent. Donc au début du néolithique, il y a plusieurs mouvements schématiques qui apparaissent. Certains, comme les solaires, vont d'est en ouest, via le Danube, comme on l'a vu, et qui suivent les mouvements indo-européens. D'autres mouvements voient le jour au sud-ouest. Donc on a vu le mouvement atlantique qui part du Portugal, Espagne, Bretagne, Angleterre, où on a un même mouvement et une même symbolique sur toute la partie et associée au mégalithisme. On a un mouvement on a vu le mouvement ibérique avec les idoles et avec d'autres formes. Et on a des mouvements qui peuvent... Moi, j'ai trouvé un mouvement qui va des Alpes jusqu'à la partie ibérique aussi, qui est fait de cruciformes, de pédiformes et d'autres formes de schématiques. D'autres parmi les cruciformes solaires venturés, donc tous ceux qu'on a vus au néolithique, la plupart se sont arrêtés après le mégalithisme. La plupart de ces symboles ont disparu. Par contre, les symboles qui ont suivi le mouvement indo-européen, c'est-à-dire les symboles solaires, Svatika ou autres, eux, ils ont persisté et ils ont continué et on les trouve dans le monde entier. C'est-à-dire que en Amérique, les Indiens utilisaient aussi des croix cantonnées et des Svatika. En Inde, on utilise aussi la croix cantonnée et Svatika. Donc c'est un mouvement symbolique qui s'est répandu dans tous les continents et qui continue. Donc c'est une nouvelle forme de communication. C'est pas un langage, ça raconte pas une histoire. C'est des symboles qui racontent en fait le cycle de vie. C'est-à-dire que c'est des symboles solaires et qui nous parlent à la fois de la naissance, donc c'est un lien avec l'âme. Le cycle de vie, c'est la naissance, renaissance, hein, c'est après la mort, on renaît, on revient dans un autre corps. C'est ce symbole. Et dans ce symbole, qui est tout simple, hein, c'est une croix avec différents points ou différentes formes, il y a tout ça. Il y a aussi le cycle du temps, parce que dans certaines... là, je ne l'ai pas montré, mais dans certaines cultures, on a le cycle du temps où les saisons sont marquées par la Svatika ou par des symboles comme la croix cantonnée. Donc ça peut avoir un lien, comme on l'a dit, avec l'âme, et c'est souvent lié au pouvoir des déesses mères, parce que c'est les déesses mères qui géraient les âmes et qui permettaient de renaître, et qui décidaient de la mort, et qui décidaient de la naissance. C'est à voir dans l'art rupestre qu'on trouve un grand nombre de ces symboles, pierre à cupule, pédiforme, cruciforme, anthropomorphe, croix solaire. Ils font partie d'un mouvement culturel dans les Alpes, en France, en Italie, en Suisse. On a la même culture à cette époque. C'est spécifique aux montagnes, beaucoup dans les différentes montagnes. On l'a aussi dans le Massif central et dans les Pyrénées-Orientales. On a cette même croyance, ces mêmes cultures qui se sont développées. Là, c'est un livre que j'ai sorti qui évoque, qui donne plus de détails sur cette histoire de cruciforme.